Je me mis à la fenêtre. Le ciel était admirablement bleu, les arbres avaient mis leurs robes de printemps, la nature faisait parade d'une joie ironique. La place était pleine de monde. Les arbres avaient mis leurs robes de printemps à ce charmant groupe, et ses bras croisés pressaient sa joie sur son cœur. Je ne pus supporter ce spectacle. Je fermai la fenêtre, et c'était ce sentiment qui l'avait poussé, encore enveloppé, prit aussitôt l'allure. Et un coude du chemin me déroba pour toujours la ville de S, car je n'y devais pas revenir. Au bout de 3 journées de route, par des campagnes assez tristes, pommières et de courtils, nous nous trouvâmes devant la façade, qui n'était pas d'une grande magnifience. Un porche orné de quelques nervures et de 2 ou 3 piliers de grès nous laissait passer. Un aboi éraillé et enroué se fit entendre, et nous vîmes accourir un vieux chien. C'était le chien de mon prédécesseur. Il avait l'œil terne, le poil gris et tous les symptômes de la plus haute vieillesse où puisse atteindre un chien. Je le flattai doucement de la main et il se mit aussitôt à marcher à côté de moi avec un air de satisfaction inexprimable. Une femme assez âgée qui avait été la gouvernante de l'ancien curé vint aussi à notre rencontre et après m'avoir fait entrer dans une salle basse, me demanda si mon intention était de la garder. Je lui répondis que je la garderais, elle et le chien, et aussi les poules, et tout le mobilier que son maître lui avait laissé à sa mort, ce qui la fit entrer dans un transport de joie, l'abbé Sérapion lui ayant donné sur le champ le prix qu'elle en voulait. Mon installation faite, l'abbé Sérapion retourna au séminaire. Je demeurai donc seule et sans autre appui que moi-même. La pensée de Clarimonde recommença à m'obséder. Et quelques efforts que je fisse pour la chasser, je n'y parvenais pas toujours. Un soir, en me promenant dans les allées bordées de buis de mon petit jardin, il me sembla voir à travers la charmille une forme de femme qui suivait tous mes mouvements, et entre les feuilles étincelaient les 2 prunelles vert de mer. Dieu sur le lit, et je me mis à réciter les psaumes avec une grande ferveur, remerciant Dieu qu'il m'eût mis la tombe entre les... Remerciant Dieu qu'il eût mis la tombe entre l'idée de cette femme et moi, pour que je puisse ajouter à mes prières son nom, désormais sanctifié. Mais peu à peu, les odeurs de femme nageaient doucement dans l'air attiédi. Cette pâle lueur avait plutôt l'air d'un demi-jour ménagé pour la volupté d'eau de damas rouge à grandes fleurs relevées par des torpondis avec un battement. C'est bien elle, c'est bien elle. Je me rapprochai du lit et je regardais avec un redoublement d'attention l'objet. Et ce repos ressemblait tant à un sommeil que l'on y se serait trompé. J'oubliais que j'étais venue là pour un office funèbre et je m'imaginais que... J'ai su depuis que j'étais restée 3 jours ainsi, ne donnant aucun signe d'existence en toute hâte. Quoique cet empressement démontrât de l'affection et de l'intérêt pour ma personne, sa visite ne me fit pas plaisir, pas le plaisir qu'elle aurait dû me faire. L'abbé Sérapion avait dans le regard quelque chose de pénétrant et d'inquisiteur qui me gênait. Je me sentais embarrassée et coupable devant lui. Le premier, il avait découvert mon trouble intérieur et je lui en voulais de sa clairvoyance. Tout en me demandant des nouvelles de ma santé d'un ton hypocritement mielleux, il fixait sur moi ses 2 jaunes prunelles de lion et il plongeait comme une sonde ses regards dans mon âme. Puis il me fit quelques questions sur la manière dont je dirigeais ma cure, si je m'y plaisais, à quoi je passais le temps de mon ministère, si j'avais fait quelques connaissances parmi les habitants du lieu, quelles étaient mes lectures favorites et 1000 autres détails semblables. Je répondais à tout cela le plus brièvement possible et lui-même, sans attendre que j'eusse achevé, passait à autre chose. Cette conversation n'avait évidemment aucun rapport avec ce qu'il voulait dire. Puis, sans préparation aucune, et comme une nouvelle dont il se souvenait à l'instant et qu'il eut craint d'oublier ensuite, il me dit d'une voix claire et vibrante qui résonna à mon oreille comme les trompettes du jugement dernier,
Couronnes tressées de bandelettes, rouleaux de papyrus et tableaux de cire avec des distigues, des élégies et des épigrammes. Il fallait tous les matins déblayer la porte pour l'ouvrir, qui vous amuse. Elle est lasse de vous donner de l'amour et de la joie pour de l'or. Elle perd trop au mariage de Limette. Il plaît à Plangon, la milésienne, de n'être plus une femme à la mode. Elle a résolu de vivre un peu pour son compte. Elle veut être gaie ou triste, debout ou couchée, selon sa fantaisie. Elle ne vous a que trop donné de sa vie. Si elle pouvait vous reprendre les sourires, les bons mots, les œillades, les baisers qu'elle vous a prodigués, l'insouciante éther, elle le ferait. L'éclat de ses yeux, la blancheur de ses épaules, la rondeur de ses bras, ce sujet ordinaire de vos conversations, on le prendrait pour Hyacinthe, l'ami d'Apollon. Une grâce divine accompagne la maison. Il courut à la chambre de Plangon, qu'il trouva étendu sur son lit de repos, et le visage mat et blanc, les bras blanches vision. Voilà, c'est la fin de cette lecture, c'est la fin de cette soirée sur Théophile Gautier. Je pense que mes collègues liront la suite et je vous dis